Bonjour à tous, c'est Gladys Astiti dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je pense que la vidéo va vous plaire parce que aujourd'hui, je vais vous raconter trois histoires qui sont dans le domaine du mystère, du paranormal, de l'étrange, de l'inexplicable. Et je pense que ça va vous plaire parce que c'est trois histoires différentes et trois histoires qui sont vraiment concentrées sur ce domaine. Donc pour tous ceux qui aiment le paranormal, à mon avis, je pense que ça va vous plaire. Donc je vais commencer par la première histoire qui est une histoire que je pense que beaucoup d'entre vous vont connaître parce que c'est une histoire assez connue quand même. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah Winchester. Alors cette histoire commence que à la base Sarah c'est Sarah Pardy, hein. C'est une jeune fille de bonne famille. Elle grandit dans une famille aristocrate, hein, ça va, hein. Et du coup, elle va rencontrer William Winchester, qui est ni d'autre que le fils de l'homme qui construit les armes Winchester. Donc les armes Winchester, c'était des armes assez nouvelles pour l'époque en fait. Et du coup, ces armes, elles étaient utilisées pour la guerre, hein. C'était des armes de guerre mises au point. Donc du coup, vous imaginez que William Winchester, niveau argent, hein, il y avait pas de problème, hein, voilà. Et du coup, Sarah va rencontrer William et du coup, ils vont tomber amoureux, ils vont se marier et quelque temps après leur mariage, ils vont avoir une fille. Annie. Manque de peau, Annie décédera quelques mois après sa naissance à cause une maladie enfantine. Donc vous imaginez que pour William et Sarah, c'est un très grand coup dur. Mais malheureusement pour Sarah, ça va pas s'arrêter là. Parce que quelques années plus tard, c'est son mari qui va décéder de la tuberculose. Donc vous imaginez que là, la pauvre Sarah, elle est dévastée, hein. Elle ne sort plus de chez elle, voilà, elle est vraiment coincée dans son truc, enfin dans sa maison, elle bouge plus, elle est en dépression en fait, hein, tout simplement, et elle plonge encore plus bas et elle n'arrive pas à se remettre du décès de son mari et de sa fille justement. Et du coup, elle va penser justement elle va penser qu'elle est maudite en fait, que sa famille est maudite. Et du coup, Sarah, elle va avoir une grosse somme d'argent en fait, hein, qui est ni d'autre que l'héritage de William. Mais cette énorme somme d'argent, en fait, Sarah, elle sait pas trop quoi en faire, hein, pour dire la vérité, hein. Et elle est tellement dévastée qu'au début, cet argent, elle s'y intéresse même pas, quoi. Donc du coup, vu qu'elle avait le soupçon que sa famille était maudite, elle va aller voir un voyant. Et ce voyant va lui raconter que oui, en effet, elle est maudite. Elle est maudite. Elle est maudite parce que elle s'est mariée au fils de l'homme qui a créé les armes Winchester, et vu que c'était des armes qui étaient faites pour la guerre, forcément, beaucoup de personnes sont décédées sous le canon de ces armes. Et il y a eu des milliards de décès à cause de cette arme, justement. Et, euh, et du coup, euh, le voyant va lui dire, pour vous repentir, il faut que vous allez à l'est, le plus à l'est du pays, donc au plus à l'est des États-Unis. Ce que Sarah va faire, elle va aller à l'est des États-Unis, proche de Californie, et proche de Californie, et là elle va y bâtir une maison. Mais autant vous dire que la construction de cette maison est assez spéciale. Déjà quand Sarah elle arrive là-bas, les gens ils sont un petit peu intrigués parce qu'ils comprennent pas pourquoi Sarah, qui a l'air d'être une femme
assez riche, aristocrate, qu'est-ce qu'elle vient faire dans un point paumé de Californie, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, ben, les gens, ils se méfient un peu d'elle. Voilà, c'est pas la personne vers qui ils aiment se frotter. Et donc, du coup, bon, bah voilà, bah, Sarah va construire sa maison. Et elle va construire sa maison de façon assez particulière parce que dans sa maison, il y a une chambre bleue, on l'appelle la chambre bleue. Et chaque soir, à minuit, Sarah se rendait dans cette pièce pour communiquer avec des esprits. Et ces esprits, justement, lui disaient, lui dictaient les plans de la maison. Donc, en gros, elle faisait des plans par rapport à ce que les esprits lui disaient de faire. Et du coup, ben, elle a fait ses plans. Et la maison est très absurde. Les constructions de la maison, c'est très absurde. Des escaliers qui mènent au plafond, des portes qui mènent dans le vide, des placards où tu peux rien mettre dedans parce que dès que tu ouvres les placards, il y a un mur derrière. Enfin voilà, que des trucs que des trucs dans ce genre-là en fait. La maison est très absurde et les esprits vont lui expliquer qu'il y a deux sortes d'esprits en fait. Il y a les bons et les mauvais esprits. Donc les bons esprits, c'est les esprits qui lui font que c'est les esprits avec qui Sarah communique dans cette fameuse chambre bleue. Et les mauvais esprits, ben, c'est ceux qui rôdent dans la maison. Et en gros, pour que les mauvais esprits se perdent, et ben, il fallait que la maison soit la plus absurde possible pour qu'ils se perdent et pour qu'ils ne retrouvent pas Sarah Winchester. Voilà, tout simplement. Et du coup, bah, la maison va continuer à être construite. Et en fait, à un moment donné, bah, la maison, c'est même plus une maison, en fait. Hein, c'est un immeuble, hein, le truc. Hein, un immeuble, une résidence. C'est vraiment quelque chose d'immense. C'est tellement immense que les employés qui font les travaux vont devoir avoir un plan pour pouvoir se guider dans la maison parce que c'est tellement grande que même eux ils s'y perdent et du coup bah voilà ça va durer plusieurs années ils vont faire des réparations mais tout le temps quoi les travaux c'est H24 à toute heure matin la nuit tout le temps. Sarah Winchester a une apparence un peu assez spectrale. Hein. C'est vraiment une femme très spéciale. Elle a ce voile noir là qui lui tombe sur le visage et elle donne des instructions toujours de plus en plus farfelues pour construire sa maison. Jusqu'au jour où du coup la maison il va avoir un tremblement de terre en fait un tremblement de terre qui va détruire une partie de l'édifice de la maison. Et donc du coup, à la suite de là, bah, la maison, ça va redevenir une maison, quoi. Ça sera plus vraiment un immeuble, ça sera plus une maison, mais elle restera grande quand même, hein, malgré qu'une partie de l'édifice aura été détruite, il y a quand même une autre assez grande partie qui va tenir. Et Sarah Winchester décédera dans sa maison d'une crise cardiaque. Et maintenant, aujourd'hui, sa maison existe toujours en Californie et c'est un musée et la légende raconte que des fois, si on va dans ce musée, on pourrait y apercevoir Sarah Winchester avec son fameux voile qui lui tombe sur le visage. Donc voilà. Donc ça c'était assez court, mais voilà, c'est une légende, enfin une légende qui est assez connue. Donc je pense que beaucoup d'entre vous la connaissaient, mais voilà, je trouvais ça intéressant de la raconter, sachant que j'ai pas le souvenir d'en avoir déjà parlé sur ma chaîne. Donc du coup, je trouvais ça assez intéressant d'en parler. Donc maintenant, nous allons parler donc du coup de la seconde histoire. Donc la seconde histoire, ça se place sur les îles Flamands. Donc les îles Flamands, c'est des îles euh, qui sont euh, qui sont au large de l'Écosse. Et donc, du coup, sur cette île, justement, se dresse le phare d'Elinmore. Excusez-moi pour la prononciation, c'est peut-être pas comme ça, mais voilà.
j'ai tenté de faire le mieux que je pouvais pour faire en sorte que la prononciation ne soit pas trop hachée. Et du coup, bon, ben, cette histoire se passe dans les années 1900, donc du coup, ben, il y a un navigateur, en fait, il navigue en pleine nuit et son bateau percute un bord de l'île, en fait. Et il va se rendre compte qu'il est sur sur ces fameuses îles et il va être étonné parce qu'il va voir ce phare, en fait. Et il va voir que le phare n'est pas allumé. Et du coup, il va comprendre que, bah, vu que le phare n'était pas allumé, bah, il n'y avait pas de luminosité. Et du coup, il n'a pas vu l'île. C'est pour ça qu'il a foncé droit dedans. Et ça va lui paraître bizarre parce que logiquement, à l'époque, les phares étaient gardés. C'était pas. Voilà. Donc, et là, le phare, bah, il a l'air clairement à l'abandon, en fait. Et du coup, bah, le navigateur va contacter les autorités et va dire bah, en fait sur votre phare il n'y a personne en fait et bah, du coup ça va étonner les autorités vu que ben forcément c'est bizarre parce que ben ils avaient envoyé 3 gardiens en fait sur ce phare ce phare normalement était gardé par 3 gardiens et du coup, il faut se rendre vite sur les lieux parce que, voilà, ce phare, si il n'est pas allumé, ça peut provoquer d'autres accidents avec d'autres navigateurs, hein. Donc, du coup, bon, les autorités se rendent sur ce phare et bien évidemment, ils se rendent compte qu'en effet, il n'y a personne dans le phare. Le phare est vide. Et ça leur paraît étrange parce que ils avaient envoyé 3 gardiens après, bon, c'est vrai que ça faisait un moment qu'ils avaient plus de nouvelles de ces 3 gardiens, mais bon, à l'époque, c'est très difficile d'avoir des liens avec la terre ferme quand tu étais en pleine mer, sur une île en plus, hein, et dans un phare. Donc du coup, ça les a pas inquiétés plus que ça de pas avoir de nouvelles des gardiens, quoi. Mais en effet, il y a personne. Et donc du coup, ils vont tomber sur des sortes de journaux intimes, si on peut appeler ça comme ça. Et ces journaux intimes, il va avoir écrit des choses assez inquiétantes dedans, et puis des choses qui n'ont pas trop de sens. Exemple, oh là là, je ne sais pas si on survivra à cette tempête. Euh, Nous vivons une nouvelle ère. Enfin, que des choses comme ça. Et c'est que des trucs les plus inquiétants les uns que les autres. Donc, du coup, bon, ils vont se renseigner et ils vont savoir que oui, en effet, il y a quelques semaines de ça, il y a eu une grosse tempête, en fait, qui s'est acharnée sur l'île. Et donc, ils se disent que bon, ils ont peut-être été emportés par les eaux ou quoi, même si c'est bizarre parce que normalement, quand il y a une grosse tempête, tu te réfugies dans le phare et logiquement, si tu te réfugies dans le phare, tu n'auras pas de problème, t'auras pas de problème t'auras pas de problème pour t'abriter, quoi. Excusez-moi. Et du coup, ils vont chercher, ils vont faire beaucoup de recherches en pensant que les navigateurs, enfin que les gardiens se sont peut-être fait surprendre par la tempête et qu'ils n'ont pas eu le temps de s'abriter et qu'ils sont peut-être perdus en mer. Donc, du coup, ils vont faire des recherches, ils vont lancer plusieurs expéditions, mais ils ne vont jamais retrouver les trois gardiens. Et quand ils vont continuer à lire les écritures des 3 gardiens, ils vont voir que les écritures sont plus spéciales les unes que les autres parce que voilà, y en a qui disent qu'ils ne savent pas ce qui se passe, qui ne comprennent pas, il y en a même qui disent qu'ils ont peur. Enfin voilà, c'est vraiment un truc très très spécial et les navigateurs, enfin les 3 gardiens ne seront jamais retrouvés. Voilà. Ils ne seront jamais retrouvés et, et plusieurs années plus tard, le phare sera automatisé, ce qui fait qu'il n'y aura plus de gardien. Mais c'est vrai que ça reste un mystère. Personne ne sait ce que sont devenus ces 3 gardiens
qui gardait le phare et les morts sur les îles Flamands. Donc c'est vrai que c'est très étrange. Mais bon, voilà, il y a beaucoup de théories. Hein. Il y en a qui disent que qu'ils auraient été enlevés par les extraterrestres. Il y en a d'autres qui disent qu'ils se seraient suicidés. Mais bon, la thèse du suicide, c'est un peu spécial parce que et puis ça tient pas trop la route. Ça tient pas trop la route parce que si s'étaient suicidés, on les aurait retrouvés. Alors qu'on les a pas retrouvés, il y a aucune trace. Les trois gardiens se sont volatilisés comme ça du jour au lendemain et du coup, il n'y a pas d'explication véritablement logique. Surtout que bon voilà, hein, il y avait un phare, il y avait une île avec deux, trois autres cailloux en forme d'île qui étaient autour de ce phare. Donc ils n'ont pas pu, à part s'enfuir à la nage, il n'y a pas d'autres explications. Et puis de toute manière, s'ils avaient fui à la nage, ils se seraient noyés et on les aurait forcément retrouvés à un moment donné, alors qu'on ne les a jamais retrouvés. Donc du coup, voilà. Donc cette histoire aussi était assez courte, mais voilà, c'était l'histoire des îles Flamands. Et c'est une histoire mystérieuse parce qu'on ne sait pas ce que sont devenus ces trois gardiens et les autorités ne les auront jamais retrouvés. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la troisième et à la dernière histoire, qui est l'histoire de 14 randonneurs. 14 randonneurs russes. Voilà, l'histoire se passe en Russie et ils vont donc ils vont sur les montagnes en fait, dans des montagnes qui sont un peu hardes, hein, quoi. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment les grosses chaînes de montagnes qui sont vraiment au plus au nord de la Russie, hein, donc les températures sont proches de enfin, il fait moins de zéro, quoi, hein, donc c'est vraiment, il neige et tout, c'est vraiment un froid polaire, quoi. Et du coup, malgré ça, les 15 randonneurs vont décider que le 1er février, non, je vous raconte des bêtises. Ce n'est pas 14 randonneurs, c'est 12 randonneurs. Ils sont 12 personnes. Et ces 12 personnes vont aller sur la montagne, donc sur le col d'Akhlov. Ouais, excusez-moi pour la prononciation. Et donc, du coup, sur cette flanc de montagne, c'est là qu'ils vont décider de camper et de faire cette randonnée qui, normalement, était censée durer 14 jours. Elle était censée durer 14 jours. Mais problème, c'est que les 12 randonneurs, ils partent et le 14 février, la date à laquelle ils étaient censés rentrer, ils rentrent pas en fait. Donc au départ, ils se disent qu'ils ont peut-être pris un peu de retard, surtout que il y avait des tempêtes de neige et tout, donc peut-être qu'ils ont été ralentis par le temps qu'il faisait. Et puis, pas loin d'une semaine après, les familles de ces randonneurs vont commencer à se manifester parce que là, ça fait une semaine qui n'ont pas de nouvelles de leurs proches et surtout que ça fait une semaine normalement qu'ils auraient dû rentrer. Donc, du coup, ils vont envoyer. Donc, la police va aller les chercher pour justement savoir s'ils n'ont pas eu un accident, s'il leur est pas arrivé quelque chose et ils vont retrouver le camp des 12 randonneurs. Mais autant vous dire que les enquêteurs qui ont vu ce camp n'ont pas tout compris en fait. Ils n'ont pas tout compris et ils ont été très en pleine interrogation parce que ils sont tombés sur quelque chose de vraiment bizarre. Donc déjà quand ils sont arrivés sur le camp, les tentes, il y avait des trous dedans. Mais c'était des trous qui ont été faits à l'intérieur de la tente. Donc en gros, c'est comme si les randonneurs avaient dû déchirer la tente de l'intérieur pour en sortir, ou comme si quelque chose avait déchiré les tentes. Donc les tentes sont déchirées, mais c'est pas le plus étrange. Les tentes sont dans un mauvais état, et le plus étrange, c'est que il y a des traces de pas tout autour du camp, et toutes les affaires sont encore là.
Donc toutes les affaires de survie, le sac de survie, le sac la boîte de médicaments, enfin de secours, le sac de couchage, leurs affaires aussi. On va retrouver des pulls, on va retrouver des gants, on va retrouver des bonnets, mais aucune trace des randonneurs. Aucune trace. Le camp est comme laissé à l'abandon. Et puis, au départ, ils se sont dit qu'ils étaient partis. Mais quand ils ont vu qu'il y avait encore les sacs, qu'il y avait encore les affaires, qu'il y avait encore tous les trucs que c'est. Enfin, toutes les affaires de ces randonneurs sur place, ils se sont dit, ils sont pas partis à poil quand même, hein, parce que il y avait quand même des pulls. Hein, tu vois, toi, le mec qui se trouve en plein milieu d'une montagne où il fait moins 30 degrés, qui fait moins 30, où il neige, hein, et qui fait un froid glacial, tu le vois vraiment lever son pull, toi. Donc du coup, voilà, ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose de très étrange. Ils comprennent voilà, qu'il s'est passé quelque chose. Mais le plus étrange, c'est que, en fait, si vous voulez, sur la descente en fait de la falaise où se trouvait le camp des randonneurs, il y a une sorte de petite forêt. Et donc dans cette forêt, ils vont retrouver, donc du coup, ils vont retrouver 7 corps. 7 corps. Mais les corps sont dans un état inexplicable. Alors, il y en a qui ont eu les yeux arrachés. Il y en a d'autres qui ont eu les yeux, la langue arrachée. Il y en a même qui a eu le cœur arraché. Ils ont des griffures, plein de lacérations au niveau du corps. Ils sont retrouvés pour la plupart nus ou en slip. Donc ça paraît bizarre que en pleine forêt tu te foutes en slip, hein, surtout quand il fait froid et qu'il neige et que on est sur des températures très basses. Euh, et, euh, et quand ils voient les conclusions sur le coup, ils vont croire que c'est peut-être un loup. Mais bon, un loup qui serait attaqué à 12 randonneurs comme ça, sans raison. Et puis même, il y a des choses qui collent pas. Même si ça avait été un animal sauvage qui les avait attaqués, ils se seraient pas déshabillés. Enfin, je sais pas, le loup, il va pas déshabiller les randonneurs avant de les attaquer. Donc voilà, ça n'explique pas pourquoi les corps sont retrouvés, la plupart des corps sont retrouvés sans vêtements, ou vraiment avec le minimum. Ça explique pas pourquoi la tente a été déchirée, ouverte de l'intérieur. Ça ne l'explique pas non plus. Et du coup, voilà. Et donc, du coup, là, ils en ont retrouvé 7. Mais sur 7, il leur en manque encore 4. 5. Il leur manque encore 5. Et du coup, quelques jours plus tard, les corps des 5 randonneurs restants étaient dans un fossé. Dans un fossé recouvert sous la neige. Et là, c'est exactement pareil, quoi. Ils tombent sur des corps mutilés. Ils ont plus d'yeux, ils ont plus de langue, ils ont plus de cœur. Ils ont des lacérations de partout. Ils sont à moitié à poil. Enfin, voilà. Et là, c'est vrai que c'est très, très, très étrange parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe, en fait. Ils comprennent pas ce qui se passe parce que, voilà, c'est. Et puis les blessures qu'ils ont, donc du coup, les corps vont être emmenés au médecin légiste. Et le médecin légiste va se rendre compte de quelque chose qui est assez étonnant, c'est que certaines blessures que les corps comportent, c'est des blessures qui sont relatives à des blessures de radioactivité. La radioactivité.
Alors, bah, c'est bizarre quand même, hein, de la radioactivité en pleine montagne. Et du coup, bah, il y en a qui vont aller donc là où il y avait le camp avec des compteurs geyser en fait. Et sur les compteurs geyser, bah, ils vont se rendre compte que bah, qu'il y a de la radioactivité sur le camp, dans une montagne où il fait un froid polaire. Comment c'est possible que dans un coin aussi éloigné de la civilisation possible, il y ait de la radioactivité? Donc du coup, là, il y a des... Là, il y a une enquête, en fait, hein, qui va être faite. Donc, l'idée qu'il se soit fait attaquer par un animal sauvage, ça sera écarté parce que bah, les conclusions ne correspondaient pas trop, ne correspondaient pas trop à leurs blessures en fait, hein, et aux circonstances où le drame a eu lieu. Et du coup, bon, ben, ils vont se dire que voilà, qu'ils vont faire une enquête. Et il y en a qui vont commencer à parler d'OVNI. Il y en a qui vont commencer à parler d'OVNI parce que apparemment, quelques jours avant la découverte avant la découverte des corps des randonneurs, il y a des gens aux alentours qui diront avoir vu des drôles de lumière, des drôles de choses voler au-dessus de la montagne où les randonneurs avaient été. Et bah, il y en a beaucoup qui diront que voilà, que c'est que voilà, que c'est peut-être une histoire d'ovni en fait. Que c'est peut-être une histoire d'ovni. Et que pour une raison qu'ils ignorent, ils se seraient peut-être fait attaquer, qu'il y aurait peut-être eu quelque chose là-bas. Mais en tous les cas, ça restera un très grand mystère parce qu'on ne saura jamais qu'est-ce qui a pu les rendre comme ça. Et puis surtout que les randonneurs, bah, quand on voit les traces de pas, on dirait qu'ils ont fui. Mais on dirait qu'ils ont fui tellement vite qu'ils n'ont même pas pensé à prendre leur pactage. Ils ont fui, ils étaient quasiment à poil. Donc ça paraît bizarre de se dire que des randonneurs en pleine montagne où il fait une température glaciale se déshabillent et fuient. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Mais l'expertise dira qu'il y a peut-être quelque chose qui explique pourquoi les randonneurs se sont déshabillés. En fait, il y a une théorie qui dit que, bah, que quand on a très très froid, en fait, quand on a très très froid, le corps va monter très haut en température et du coup, bah, la personne, elle va avoir trop chaud. Et vu qu'elle va avoir trop chaud, bah, elle va se déshabiller. Et ça, c'est quand tu es dans des conditions comme ça, sous la neige, avec des températures de moins 30 degrés, bah le fait de te déshabiller parce que tu as trop chaud, bah, ça va te tuer en fait. Et d'ailleurs, la plupart des randonneurs, en plus d'avoir été mutilés, ils étaient morts d'hypothermie. Donc voilà, c'est pas, c'est con. Hein, quand t'as chaud, ben tu vas avoir envie de te déshabiller, mais dans cette, dans ce truc-là, c'est le truc à ne surtout pas faire parce que pour mourir de froid, il y a pas mieux quoi. Donc du coup, voilà, ça restera un grand mystère. Jamais personne ne saura ce qui est arrivé à ces 12 randonneurs pendant leur randonnée sur le col Attendez, je vais essayer. Love. Ouais, c'est pas ça. J'arrive pas. J'arrive pas à prononcer. Bon, bah voilà. Donc voilà, c'est la fin de ces trois histoires et c'est aussi la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.